Il ne faut pas se regarder, je ne me regarde pas. Donc, je suis psychologue au conseil départemental des Pyrénées-Orientales depuis 1992. Tout d'abord auprès d'enfants et de familles, dans le cadre de l'ASE et de la PMI, mais aussi ce qu'on appelle chez nous en transversalité, c'est-à-dire dans les différentes missions de la solidarité. Pardon, oui, Corinne Bouza, donc je suis psychologue clinicienne, voilà, dans les Pyrénées-Orientales, au conseil départemental. Les personnes âgées, les personnes handicapées, l'insertion, le logement, les agréments d'adoption, etc. Depuis fin 2019, je suis arrivée à la CDPI, la cellule départementale de prévention pour l'insertion. Je vais vous en parler plus loin et, même si je ne suis pas fan de chiffres, vous allez le comprendre, je vais quand même en donner quelques-uns afin de situer le contexte dans lequel j'interviens. En 2022, les Pyrénées-Orientales se classent 3e en nombre de bénéficiaires du RSA, après les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Entre 2021 et 2022, l'évolution est de plus 6,8%. La majorité ont un RSA non majoré et 34% sont des familles monoparentales. Les RSA majorés sont attribués principalement aux familles monoparentales et elles représentent 95% de femmes. Le RSA est actuellement de 646,52 € pour une personne seule, sans aide au logement, sinon on l'enlève. Le SMIC est à 1 426,30 € et le seuil de pauvreté, 1 216 € par mois. Il protège donc les bénéficiaires, le RSA, de la très grande pauvreté, mais pas de la pauvreté. Il s'agit d'une allocation de survie. Un tiers des 18-24 ans sont sous le seuil de pauvreté dans les Pyrénées-Orientales, contre 22,4% au niveau national. Globalement, le taux de pauvreté est actuellement de 20,5% dans le département, contre 14,5% au niveau national, et le chômage de 12,5% contre 7,9% au niveau national. Face à ces constats, en mars 2022, le département décide de se rendre volontaire pour la renationalisation de l'allocation du RSA. Il s'agit de redonner à l'État le poids de la charge du financement. En effet, pour le département, les dépenses sont de 145,3 millions d'euros et les recettes de l'État de 86,9 millions d'euros. L'expérimentation aura lieu de 2022 à 2026 et devrait permettre de renforcer l'insertion. En janvier 2025 est promue la loi Plein Emploi. Dorénavant, les bénéficiaires du RSA doivent être inscrits à France Travail et devraient exercer 15 heures d'activité hebdomadaire au moins. Nous en avons terminé avec les chiffres, enfin presque. Ceux-ci ont sur moi un effet de sidération en tant que psychologue, je ne sais pas pour vous. Et ma façon de résister et de créer des perspectives de travail plus optimistes et centrées sur l'individu et sa singularité a été de partir en formation cette année en art-thérapie. C'est pourquoi, en référence à Pierre de Lion, Jean Houry et François Toscaïès notamment, je vais maintenant vous parler, après cette partie établissement, c'est-à-dire ce qui est créé pour répondre à des missions fixées par la loi, de ce que nous avons mis en place pour faire institution, et c'est-à-dire accueillir les personnes de façon humaine, en tenant compte de leurs difficultés singulières. Nous tentons d'avoir une fonction phorique, c'est-à-dire contenir et porter, et ainsi de manifester notre solidarité active avec ceux qui en ont le plus besoin, les oubliés de notre société, amputés d'une fraternité de base. La naissance de notre service. En 2001, les constats sont faits que 30% du public reçu par les travailleurs sociaux lors de leur accompagnement fait part d'une problématique santé représentant un frein au retour à l'emploi. C'est un terme que je n'aime pas du tout. Le projet de mise en œuvre d'une action santé se dessine. En 2004, le département crée le service de prévention pour l'insertion sur Perpignan uniquement et recrute en interne une équipe pluridisciplinaire, une chef de service, un médecin, une psychologue, une infirmière et une secrétaire. En 2013, la direction des politiques sociales décide de mobiliser le Fonds social européen dans le cadre de l'action promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté, pour financer le recrutement d'une équipe pluridisciplinaire et déployer le service sur l'ensemble du territoire départemental. Le projet est validé en 2014 et verra le jour en 2015. Le service se déploie sur 9 sites dans les maisons sociales de proximité. Il s'agit de permettre l'accès aux soins de droit commun, de favoriser l'autonomie des personnes et de leur permettre de retrouver une action d'insertion au sens large.
d'accompagner les personnes dont les difficultés ne permettent pas l'accès à l'insertion professionnelle classique, par exemple en situation de handicap. Nous travaillons en lien avec les médecins généralistes et spécialistes, les services hospitaliers, la MDPH, l'association Cohérence Réseau, les CNP, nos collègues assistants sociaux, etc. Les orientations vers notre service sont faites par les assistants sociaux ou les conseillers d'insertion du département, majoritairement. Je suis arrivée dans ce service fin 2019, juste avant le Covid. Depuis, et grâce à la renationalisation du RSA, le service s'est étoffé. Nous sommes actuellement 5 infirmières et 7 psychologues cliniciens, plus 2 postes et demi de secrétariat et bien sûr une chef de service. Le poste de médecin a disparu il y a longtemps car il manquait d'utilité à l'époque. Il a été transformé en mon poste de psychologue. Nos missions aussi ont évolué car la situation sanitaire s'est dégradée. Les personnes devaient par exemple à l'origine avoir leur CMU, couverture, vous connaissez, santé et ou mutuelle en cours de validité, un médecin traitant déclaré et un contrat d'engagement réciproque, CER, validé ou en cours de validation. Aujourd'hui, nous recevons des personnes souvent sans couverture sociale, pour lesquelles il s'agit de la remettre en place. Nous aidons les personnes à retrouver un médecin traitant dans la mesure du possible, ce qui est de plus en plus difficile. Ne parlons pas des spécialistes, psychiatres notamment. Auparavant, la durée du suivi était d'1 an maximum. Actuellement, nous en sommes bien plus souvent à 18 mois, voire plus. Nous l'avons négocié. Nous intervenons en binôme infirmière et psychologue pour accompagner les personnes dans une prise en charge globale et la mise en place ou la remise en place de soins adaptés. Il s'agit la plupart du temps de prise en charge individuelle au rythme d'1 fois par mois environ. Mais depuis quelque temps, nous essayons de mettre en place pour ceux qui le souhaitent des ateliers collectifs, par exemple autour du sport et de la santé, de la culture, de la relaxation, de la médiation animale, voire des ateliers à sensibilité art thérapeutique, c'est en projet. Nous avons proposé cela après avoir observé l'isolement de beaucoup des personnes que nous suivons. Parfois, ils ne sortent que pour venir à nos rendez-vous. Force est de constater que face au contexte de difficulté d'accès aux soins et de grande précarité, nous devons nous adapter. Nous essayons par exemple d'être au plus près du domicile des personnes. Parfois, nous les accompagnons à un premier entretien ou un premier rendez-vous de soins, tant cela génère du stress pour eux ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de locomotion. Nous avons mis en place, lorsque cela nous paraît judicieux, des entretiens en visioconférence ou téléphonique. Nous avons commencé durant la période Covid et cela sert en cas de phobie ou de maladie pour maintenir le lien. J'ai oublié de vous dire que ce n'est pas une orientation obligatoire pour les personnes et que nous ne faisons les choses qu'à leur demande et avec leur accord. Ceci veut aussi dire que leur allocation n'est pas suspendue s'ils ne viennent pas. Nous tentons de faire du sur-mesure dans des situations complexes et différentes. Le bénéficiaire du RSA peut avoir 25 ans ou 60, ne pas savoir écrire ni lire ou avoir fait des études supérieures, avoir des douleurs chroniques non soulagées, des addictions, des troubles psychiatriques, parfois non détectés ni traités, vécu des séparations, des deuils. Il peut aussi ne pas réussir à se loger, ni à manger plus d'1 fois par jour. Le fait d'être en binôme psychologue et infirmière est d'une grande richesse. Nous pouvons ainsi accompagner la personne pour sa santé physique et psychique, car, nous nous en rendons compte, celles-ci sont bien souvent liées, et si les problèmes de santé physique perdurent, alors cela a un retentissement psychique. L'inverse est aussi vrai, bien entendu. Je voudrais parler du travail de portage que nous réalisons et du travail fondamental de réseau, dès lors que celui-ci est possible. Beaucoup des personnes que nous rencontrons ont perdu l'habitude de s'occuper d'elles et sont en demande d'aide et d'accompagnement. Elles n'ont souvent jamais rencontré de psychologue, ni pu prendre le temps de parler de leurs difficultés de santé. Le temps est un de nos grands luxes. Nous prenons le temps de les écouter, ce qui est de plus en plus rare et les étonne parfois. Certains s'excusent même. Au départ, les problèmes de santé les plus rencontrés étaient souvent des problèmes de santé physique. Force est de constater qu'aujourd'hui, les conduites addictives, l'anxiété, la dépression sont très présents, ainsi que la grande précarité et les problèmes de logement. Ne parlons pas des effets de la canicule, notamment cet été, sur ces populations. Si nous ne sommes pas censés faire du soin dans notre service, nous tentons de prendre en compte la singularité de chacun et nous prenons soin. Beaucoup des personnes reçues se sentent stigmatisées et parlent de leur honte.
elles ne cessent de vouloir travailler, ou en tout cas ne plus dépendre de l'aide de la société. Nous accompagnons certaines personnes dans un processus de deuil de leur vie antérieure, notamment professionnelle, dans la reconnaissance du handicap et la recherche d'une vie la meilleure possible. Vous devez vous dire que tout ceci n'est déjà pas mal, mais ce n'est pas si simple. Je vous parlais tout à l'heure du Fonds social européen et de la renationalisation. Les fonds obtenus ont certes permis de développer le service, mais ce n'est pas sans contrepartie. Maintenant, il nous faut faire du chiffre, recevoir plus de monde. Pourquoi pas diminuer donc les temps d'entretien, on en parlait tout à l'heure, et peut-être même faire du tri entre ceux qui peuvent travailler et les autres. C'est ce que nous demande notre direction, de plus en plus. De plus, nous avons quantité de documents à remplir en présence du patient. C'est parfois tout à fait cela. Il doit être patient. Questionnaire, contrat santé, bilan, signature, de façon dématérialisée, comme on dit. L'ordinateur, à mon grand dam, trône au centre du bureau. Et je m'accroche à mon stylo pour prendre des notes à l'ancienne. Cela ne vous étonnera pas, nous avons de plus en plus d'orientations et des listes d'attente sur certains secteurs, de plus en plus de demandes et de moins en moins de possibilités d'orientation. Les psychologues du service et les infirmières se battent contre cette demande institutionnelle de logique de chiffres et argumentent pour maintenir la qualité de leur travail auprès des publics. Nous sommes aidés en cela par notre cohésion d'équipe, nos réunions du lundi matin et depuis quelque temps par de la supervision. Nous essayons d'être créatifs et restons motivés car nous prenons plaisir à ce travail et les patients nous renvoient bien souvent des raisons d'être confortés dans notre accompagnement. La fonction phorique constitue une qualité fondamentale de tous les métiers de la relation humaine, puisqu'il s'agit d'une des caractéristiques de l'aide apportée à tout humain qui en a besoin, quel que soit son âge, son statut, ses potentialités et ses symptômes. Pierre de Lion. J'espère que dans le contexte actuel, nous pourrons tenir le cap et continuer d'exister. Voilà.